Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons continuer d'apprendre à programmer. Alors la dernière fois, nous avons vu comment stocker nos données dans un fichier de type CSV. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire de la sérialisation et stocker nos données sous une forme sérialisée, c'est-à-dire une forme normalisée, standardisée. Et il existe à l'heure actuelle 3 formats qui sont couramment utilisés, que sont le format XML, le format JSON et le format binaire. Dans cette vidéo, je n'aborderai que le format XML et le format binaire parce que le format JSON est plus particulièrement adapté pour le transfert de données avec des web services ou des data services qui se trouvent sur Internet. Donc ici, comme nous ne sommes que sur une application qui est locale, l'utilisation de JSON n'a pas vraiment d'intérêt. Mais avant de continuer de taper du code dans notre classe sauvegarde, je vais vous montrer quelques astuces qui permettent de bien ranger son code et de bien le commenter pour pouvoir toujours s'y retrouver lorsqu'on a beaucoup de lignes de code. La première chose qu'on va faire, c'est créer ce que l'on appelle une région. Donc je vais taper une dièse, je vais aller sur région ici, je vais taper 2 fois sur tabulation. Ça va me créer une région, et cette région, je vais l'appeler CSV. Et ce que je vais faire, c'est que je vais englober dans cette région tout ce qui concerne CSV. Donc je vais mettre mon tag de fin région ici. Et ainsi, je mets dans cet espace en fait région les 2 méthodes que j'avais fait, sauvegarder CSV et charger CSV. Et ce qui est très pratique, c'est que je peux maintenant, en cliquant ici sur le petit moins que l'on voit ici, fermer toute cette région, la replier sur elle-même en fait, et ainsi ne plus voir tout ce code dont je n'ai plus besoin, sur lequel je n'ai plus besoin de travailler, et ainsi ne pas polluer un peu tout mon champ visuel avec du code dont je n'ai pas besoin pour le moment. Donc ça c'est très pratique, ça vous permet donc de plier et déplier toute une région. Alors région ici ce n'est pas du code, ce ne sera jamais exécuté, ce n'est pas non plus des commentaires, ça permet simplement de ranger son code et de pouvoir le déplier. Ceci étant dit, vous pouvez aussi plier ou déplier ici les méthodes que vous avez créées et plier l'intégralité de la région, et vous voyez que les méthodes restent pliées à l'intérieur. Ensuite, on va commenter un petit peu également nos méthodes. C'est toujours une bonne habitude à prendre pour pouvoir s'y retrouver dans son code. Donc je vais taper 3 fois un slash. Ça va me faire donc un sommaire. Et ici, je vais dire que ma méthode permet de sauvegarde au format CSV. Voilà, et je vais faire la même chose pour l'autre méthode. Et ici, je vais mettre charge le fichier au format CSV. Remarquez qu'il y a une différence entre les 2 sommaires qui ont été faits ici, c'est qu'il y en a un qui permet d'indiquer ce qui doit être retourné, ce qui sera retourné par cette méthode. Donc ici, je vais lui préciser que ce qui sera retourné, c'est un objet de type Observable Collection of Person. Voilà, donc ça, ce sont des bonnes pratiques à avoir pour pouvoir toujours s'y retrouver dans son code, savoir ce que l'on avait fait précédemment, et puis pouvoir également ne pas avoir trop de code dans le champ visuel qui viennent polluer notre travail. Donc du coup, on va créer maintenant une autre région que l'on va appeler la région XML et dans laquelle on va mettre nos 2 méthodes qui vont nous permettre de sérialiser et désérialiser en XML. Donc nous avions créé une variable qui contenait le nom du fichier contact CSV, mais maintenant nous allons devoir créer également des variables qui vont contenir le nom du fichier au format XML et également au format binaire. Donc ce que je vais faire, c'est renommer ma variable ici fichier, je vais faire un clic droit, je vais dire rename, ce qui va permettre de renommer cette variable dans tout le code. Donc je vais ici taper fichier CSV et je vais valider avec ma touche entrée. Et ça va changer le nom de la variable, mais également la changer dans tout le code. Vous voyez qu'elle a été également changée ici. Donc je n'ai pas besoin d'aller chercher dans mon code la variable pour changer tous les noms partout où elle se trouve. Je peux simplement faire un clic droit et faire rename. Donc ensuite, je vais rajouter donc une variable private string que je vais appeler donc fichier XML et que je vais appeler donc contact XML. Et puis, ce que l'on verra tout à l'heure, nous allons faire également la même chose
pour le fichier qui sera donc au format binaire. Et on va appeler .bin. Ensuite, petite astuce que je vais vous montrer, vous vous mettez en bout de ligne ici, et plutôt que de faire ce que je viens de faire à l'instant, c'est-à-dire de retaper mes lignes qui sont quasiment identiques, hein, si vous regardez bien, elles sont très ressemblantes, eh bien, je me mets au bout d'une ligne et je fais CTRL-D, ce qui va dupliquer cette ligne plusieurs fois. Donc à chaque fois, je fais CTRL-D, et voilà, j'ai la même ligne qui est dupliquée. Donc du coup, ici, je vais faire un rename, pour dire ici, c'est le chemin du CSV. Ici, ce sera le chemin du XML, et ici, ce sera le chemin du fichier binaire. Et ne pas oublier, bien sûr, de changer ici le nom XML binaire. Voilà, tous nos chemins sont prêts, toutes nos variables sont prêtes pour pouvoir travailler dans les méthodes que nous allons faire maintenant. Donc la première méthode va consister, comme pour le fichier CSV, à sauvegarder nos données. Et vous allez voir que c'est encore plus simple que de faire un fichier CSV. Donc, on va appeler cette méthode donc public statique, ne pas oublier que nous sommes dans une classe statique. Et on va l'appeler sauvegarde XML. Et on va lui passer, comme pour le fichier CSV, l'objet qui est donc un objet Observable Collection de personne, qui s'appelle contact. Et tout comme le fichier CSV, eh bien nous allons également utiliser using avec un streamwriter. Donc là, nous n'avons absolument aucune différence par rapport au fichier CSV. Donc je fais mon objet streamwriter, que je vais appeler fichier, new streamwriter, et on met exactement les mêmes paramètres, sauf que ici on va utiliser le chemin XML pour avoir le nom du fichier XML. L'encodage est le même, bien sûr, donc UTF-8. Et le buffer, on va mettre également 1024. Donc jusque-là, aucune différence par rapport à ce que l'on avait fait avec le fichier CSV. Mais maintenant, nous allons avoir besoin d'un nouvel espace de nom que nous allons mettre ici en haut. Donc c'est using system XML serialisation. Je vais agrandir un petit peu les caractères. Et là, nous allons pouvoir utiliser un objet qui s'appelle l'XML Serializer. Je vais l'appeler Serializer. Et je vais le déclarer, donc XML Serializer. Et nous allons voir ce qu'on va lui mettre comme paramètre. Alors, qu'est-ce qu'il demande comme paramètre? Eh bien, il demande le type. Alors, il y a également d'autres paramètres possibles. Si je clique ici sur la petite flèche, vous allez voir qu'il y a 9 autres possibilités pour lui donner des paramètres, mais nous n'allons pas avoir besoin de tout ça. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple pour nous. Il nous demande simplement donc le type. Eh bien, c'est ce qu'on va lui donner. On va lui donner le type. Donc, on va lui dire type of. Et on va lui dire c'est une observable collection de personnes. Et ne pas oublier de mettre la majuscule. Voilà, donc mon serialiseur est prêt. Donc, eh bien maintenant, tout ce que j'ai à faire, vous allez voir, c'est très facile. Je fais serializer, serialize, je lui donne le fichier, donc notre streamwriter, et je lui donne mon objet contact. C'est tout. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple que de faire un CSV. Bien, maintenant, faisons la méthode qui va permettre donc de charger les données qui ont été serialisées. Donc, je vais faire une méthode qui s'appelle public static et qui va me retourner donc une observable collection de personnes. Donc, jusque-là, pas de différence par rapport à ce qu'on avait fait pour le fichier CSV. Je vais l'appeler charger XML, mais là, la différence, c'est que je ne vais pas lui donner de paramètres.
C'est-à-dire, je ne vais pas lui donner l'Observable Collection que j'ai créé dans ma main window. Je vais faire différemment, comme ça vous allez voir qu'il est aussi possible de faire de plusieurs façons différentes une même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une nouvelle Observable Collection de personnes que je vais appeler Contact. Alors avant de charger le fichier, je dois m'assurer qu'il existe bien. Donc je vais faire un if file exist chemin XML. Ça, exactement la même chose que ce qu'on avait fait pour le fichier CSV. Et là encore, je vais utiliser mon using. Mais là, ça sera donc un stream reader. Toujours pareil, rien de différent par rapport au fichier CSV. Je crée mon stream reader. Je lui donne donc comme paramètre le chemin de mon fichier XML et l'encodage qui est donc UTF-8. Voilà. Ensuite, eh bien, là encore, je vais créer un XML serializer que je vais appeler serializer. Et là encore, je vais lui préciser le type de ce que je veux désérialiser. Donc, toujours pareil, une Observable Collection de personnes. Et maintenant, donc, comment récupérer les données qui sont dans notre fichier XML et les mettre dans notre objet contact? Eh bien, on fait contact égale, on prend notre serializer. Donc vous voyez que la première fois, on a utilisé la méthode serialize et que maintenant, on utilise la méthode deserialize. Vraiment très logique. Et puis, on lui donne simplement notre fichier du stream reader. Mais en plus, il va falloir lui préciser le type d'objet qu'on lui demande de désérialiser. Et là, on va utiliser le mot-clé as. Et on va lui dire, bah voilà, tu dois t'attendre à avoir un objet de type personne, Observable Collection de personnes. Et une fois que tout ça est fait, eh bien je lui dis, eh bien écoute, tu retournes contact. Donc, si le fichier n'existe pas, tout ce code-là ne sera pas exécuté et ça va simplement me retourner un nouvel objet contact qui a été créé avant le if ici. Donc attention de ne pas mettre cette déclaration à l'intérieur du if, sinon vous allez retourner un objet qui n'existera pas. Bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à modifier notre fichier main Windows CS. Donc le code qui permet donc de faire fonctionner notre main Windows. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer cette ligne ici. On va la mettre avant le data grid carnet item source list contact parce qu'on va devoir charger donc nos données avant de les lier à notre data grid. Et ici, nous allons faire liste contact égale. Et on va utiliser uniquement ici notre méthode charger XML, qui n'a donc aucun paramètre. Et dans la partie qui permet de sauvegarder, souvenez-vous, on avait fait une méthode qui se déclenchait lorsque la main window donc se fermait. Eh bien, nous allons faire, au lieu de sauvegarde CSV, sauvegarde XML. Et on va sauvegarder tout ça maintenant que nous avons terminé nos modifications. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de lancer l'application et ensuite nous allons voir à quoi ressemble ce fameux format XML parce que vous allez voir qu'il est très facile à lire puisque c'est du texte. Donc je lance mon application et vous voyez qu'il me donne plein d'erreurs. Donc, eh bien, c'est le moment de faire un peu de débogage et de voir là où on a fait des bêtises. Donc déjà, il me dit que chemin connaît pas. Effectivement, ce qu'on avait fait ici, c'est qu'on a changé le nom du chemin. Donc, chemin tout court n'existe pas. C'est soit chemin CSV, XML ou bin. Donc, le renaming ici n'a pas été fait parce que je n'ai pas fait comme j'ai fait pour fichier avec rename. Et donc, ça lui pose problème. Donc, on va corriger ça et on va faire CSV ici. Vous voyez que tout de suite, l'erreur disparaît. Donc, cela permet de faire facilement un petit peu de débogage, donc des erreurs de syntaxe, des erreurs de frappe.
et voilà, notre liste d'erreurs est maintenant vide, on a corrigé nos erreurs. Vous remarquerez aussi que, suite aux erreurs, eh bien, le code a été automatiquement déployé pour nous montrer où étaient les erreurs. Donc maintenant, je vais pouvoir le replier, et je vais relancer mon application. Donc je vais aller directement dans le data grid ici, et je vais commencer à rentrer 2 personnes, donc Dupont, Eric. On va mettre un petit peu n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Je vais en rentrer un deuxième. Et je vais fermer mon application. Et là encore, nous avons une erreur. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Carnet d'adresse classe personne est inaccessible en raison de son niveau de protection. Seuls les types publics peuvent être traités. » Alors pourquoi avons-nous cette erreur? Ici, il se plaint que l'erreur vient de notre objet personne, qui ne serait pas public. Ok, alors on va arrêter notre application et on va ouvrir notre objet personne. Et si on regarde donc ici, nous voyons que nous avons mis classe personne, mais effectivement, nous n'avons pas précisé si cette classe était privée ou publique. Et donc, c'est ça son problème, c'est qu'il veut que cette classe soit publique pour pouvoir être sérialisable. Donc, on va rajouter le mot-clé public et lui dire voilà, je spécifie que cette classe est bien publique. Également, il est important de savoir que pour pouvoir sérialiser un objet, il doit posséder un constructeur public, qui est vide, par défaut. Après, vous pouvez mettre tous les autres constructeurs que vous voulez, comme celui-ci par exemple qu'on avait mis avec les paramètres, mais vous devez systématiquement, pour sérialiser un objet, avoir un constructeur ici, public. Ok, nous allons relancer notre application. Alors du coup, cela nous crée une nouvelle erreur. Pourquoi? Parce qu'il a créé un fichier XML, mais ce fichier XML eh bien, est totalement vide. Et donc, en plus, n'a pas le type qu'il faut à l'intérieur. Donc il nous dit, voilà, j'ai créé un fichier XML, mais il n'y a aucun élément racine dans ce fichier XML. Donc on a une nouvelle erreur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment traiter une erreur sans que ça fasse planter votre application. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser ce qu'on appelle un try-catch, c'est-à-dire on va dire à l'application, bah voilà, tu essayes de faire ça, mais si ça échoue, eh bien, tu me dis ce qui s'est passé, tu me donnes une erreur. Je vais mettre donc en fait tout ce code à l'intérieur ici du try. Donc tout ça veut dire en fait, eh bien, essaye de faire ça et si ça se passe mal, eh bien, tu attrapes, donc catch, tu attrapes l'erreur qui a été faite et tu me dis qu'est-ce que c'est qui s'est passé. Donc les try-catch doivent être utilisés le plus souvent possible pour éviter que votre application ne plante à chaque fois qu'il y a la moindre erreur. Premièrement, ça aide le développeur à débugger son application parce que l'utilisateur va pouvoir dire au développeur, eh bien voilà, l'application m'a dit ceci ou cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors que si l'application plante de façon sèche, eh bien, vous n'avez aucune information sur la raison du plantage. Ensuite, l'application peut très bien continuer de fonctionner. Le try-catch va permettre en fait d'échapper de ce plantage et de pouvoir retomber sur ses pattes et continuer à fonctionner. Ainsi, l'utilisateur n'a pas l'application qui se ferme brutalement. Il va pouvoir continuer de l'utiliser si l'erreur n'est pas trop grave, bien sûr. Donc ici, qu'est-ce que fait cette partie catch? Eh bien, elle récupère l'exception, mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre cette exception, en fait, dans une variable qu'on va appeler x. Et puis, eh bien, on va afficher un message avec la message box. Et je vais dire erreur. Je vais mettre comme bouton OK. Et comme image, eh bien, l'image erreur, c'est-à-dire, vous savez, le fameux rond rouge avec la croix dedans, qui indique que donc c'est une erreur critique. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais lancer mon application, eh bien, mon application ne plante plus. Elle donne un message d'erreur qui n'est pas très explicite pour l'utilisateur de ce qui s'est passé. Mais si je clique sur OK,
vous allez voir que mon application va continuer de fonctionner, parce que ce n'est pas une erreur qui est suffisamment critique pour empêcher l'application de fonctionner, et donc elle va continuer de fonctionner. L'erreur a été attrapée par le try-catch. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est, pour être un peu plus explicite, dire à mon utilisateur, une erreur s'est produite lors du chargement, détail, deux points, et puis donner ici une information qui sera surtout utile pour le développeur de ce qui s'est passé. À ce moment-là, l'utilisateur comprendra que c'est à cause du chargement du fichier qu'il y a eu un problème, et vous, en tant que développeur, vous aurez un message un petit peu plus explicite dans les détails. D'ailleurs, je vais mettre détails au pluriel. Alors à savoir, mais nous reverrons ça plus tard, qu'on peut avoir plusieurs catchs pour capturer en fait plusieurs types d'exceptions qui peuvent exister pour certains objets. Il y a également une partie qui s'appelle Finally et qui permet en fait de donner une instruction finale. C'est-à-dire qu'une fois que tout a été fait, qu'il y ait eu une erreur ou pas, eh bien finalement on termine par faire quelque chose, comme par exemple détruire un objet qui aurait été créé ou quelque chose comme ça. Ici, nous n'avons pas besoin de ça, nous n'avons pas utilisé Finally, mais on reviendra là-dessus plus tard, certainement, dans d'autres applications. Alors, je vais relancer mon application, et vous voyez que je n'ai pas d'erreur cette fois-ci. Pourquoi? Eh bien parce que quand j'ai fermé la fenêtre tout à l'heure, il a recréé le fichier, mais cette fois-ci correctement. Donc du coup, l'erreur s'est corrigée toute seule. Donc vous voyez qu'ici, le try-catch est très intéressant parce qu'il y a eu une erreur qui a été passagère, le logiciel a corrigé lui-même son erreur au redémarrage, et ainsi l'utilisateur, eh bien finalement, n'aura plus cette erreur ensuite lorsqu'il lancera son application. Donc vous voyez que ce n'est pas une erreur particulièrement critique, et c'est une erreur qui s'est corrigée dans ce cas-là toute seule. Très bien, donc maintenant nous allons recréer nos deux contacts, et nous allons voir à quoi ressemble ce fichier XML. Je ferme mon application. Vous voyez que nous n'avons aucune erreur. Donc, je vais ouvrir le fichier XML et nous allons regarder ce qu'il y a dedans. Voilà donc notre fichier XML. Et comme vous pouvez le voir, c'est structuré de façon totalement différente du fichier CSV qu'on avait créé. Ici, pas de point-virgule. Ici, tout est séparé par des tags. Donc, déjà, la première chose que l'on peut constater, c'est que le fichier commence par array of person. Donc, vous voyez que ce n'est pas une observable collection, c'est une array of person. Et ce sera toujours comme ça. À partir du moment où il y aura une liste, vous aurez une array of person. Personne ou autre chose, bien sûr, si vous utilisez d'autres types d'objets. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons ici notre première personne et notre seconde personne, qui sont donc séparés par des tags. Et vous voyez également que chaque propriété est donc ici indiqué par des tags d'ouverture et de fermeture. Remarquez que ce fichier XML ressemble étrangement au fichier XAML que nous utilisons pour le design de nos fenêtres, puisque le XAML est inspiré de l'XML. Et vous voyez qu'en quelques lignes seulement, on peut créer donc des fichiers XML sans que ce soit très compliqué, puisque tout est fait automatiquement par l'objet XML Serializer que nous avons à notre disposition. Donc on va fermer le fichier XML, on va redémarrer notre application et quand même s'assurer que le fichier XML est bien rechargé correctement et que nos données sont bien récupérées. Et vous voyez que sans problème, nos données sont rechargées et que l'on peut donc voir nos deux contacts qui ont été enregistrés dans ce fichier XML. Donc je vais fermer l'application et on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette fameuse méthode qui permet de sérialiser en XML. Donc retournons sur notre méthode ici sauvegarde XML. Donc vous voyez qu'ici j'ai indiqué que le type de l'objet était observable collection de personnes. Parce que je sais que ce sera systématiquement ce type d'objet qui sera donné à l'XML Serializer.
Mais imaginons que je veuille créer une méthode qui permette en fait de sérialiser tout type d'objet que je donnerai à cette méthode. Dans ce cas, je vais écrire mon code un petit peu différemment. Alors je vais faire un copier-coller de cette méthode. Et ici, au lieu de observable collection de personnes, je vais mettre comme type objet et je vais l'appeler obj. Alors la classe objet, ou si j'ose dire l'objet objet, représente en fait tout type d'objet qui peut exister. C'est-à-dire que dans objet, on peut mettre absolument tout type d'objet, absolument tout ce que l'on veut. Alors ça peut être très risqué parce que quand vous mettez quelque chose dans objet, eh bien vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être n'importe quoi. Donc ça peut être assez dangereux à utiliser. Néanmoins, c'est parfois nécessaire lorsqu'on ne sait pas ce qui va être donné à une méthode, comme paramètre par exemple. Donc dans ce cas, lorsqu'on ne sait pas quel type d'objet va être donné à une méthode, eh bien on va utiliser cette classe objet qui peut contenir absolument n'importe quel type d'objet. Donc ici, je ne peux plus dire type of observable collection de personnes parce que je ne suis pas sûr que ce sera ce type-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire à cet objet, eh bien, donne-moi ton type en utilisant la méthode getType. C'est-à-dire, dis-moi quel type tu as. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un vélo? Est-ce que c'est je ne sais quoi d'autre? Puisque l'objet peut contenir absolument n'importe quel type d'objet. Donc là, je vais être obligé de lui demander, de lui dire, eh bien, écoute, dis-moi ce que tu es comme type. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée, donc il va falloir que tu me le dises. Et c'est cette méthode getType qui va nous permettre de récupérer cette information. Et une fois que c'est fait, eh bien, tout simplement, on va lui dire, eh bien, serialize cet objet. Donc cette méthode-là va nous permettre de serialiser n'importe quel type d'objet qui se trouve dans notre application. Et ça peut être très utile si nous avons plusieurs types d'objets dans notre application que nous voulons stocker sous forme XML. Une chose que l'on peut faire aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bug, c'est s'assurer que notre objet n'est pas égal à nul. Étant donné que dans objet, on peut avoir à peu près tout et n'importe quoi, il faut s'assurer que notre objet est bien quelque chose qui existe, qu'il a bien été déclaré avec le mot-clé new. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un if qui s'assure que mon objet n'est pas égal à nul, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal à rien, qu'il a bien été déclaré, qu'il existe bien dans la mémoire, qu'il est bien présent. Sinon, cela va causer bien, un bug, là encore un plantage, parce qu'on va essayer de serialiser un objet qui n'existe pas. Remarquez également que Visual Studio ici ne se plaint pas de quoi que ce soit alors que nous avons deux méthodes qui portent exactement le même nom. Ces deux méthodes s'appellent donc sauvegarde XML. Et pourtant, il ne se plaint pas. Pourquoi? Parce que nos deux méthodes n'ont pas la même signature. C'est-à-dire que cette méthode a ceci comme paramètre et cette méthode a ceci comme paramètre, ce qui n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas donc la même signature. On dit que ces deux méthodes n'ont pas la même signature. Donc elles peuvent cohabiter. Du coup, si nous allons sur notre main window, vous voyez qu'ici, on nous propose deux façons d'appeler notre méthode sauvegarde XML, soit en mettant un type observable collection de personnes, soit en mettant un objet. Donc quand vous avez donc deux méthodes qui ont le même nom mais qui ont une signature différente, cela ne pose aucun problème. Et vous pouvez faire autant de méthodes que vous voulez avec le même nom, à condition que leur signature soit toujours différente. C'est-à-dire soit qu'il y ait un nombre de paramètres différents, soit que les paramètres sont de type différent. Alors maintenant, voyons également la méthode charger XML. Si on voulait pouvoir charger n'importe quel type d'objet, eh bien dans ce cas, il faudra ici donc, on va faire un copier-coller de la méthode. Donc ici, on retournerait bien un objet, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on va désérialiser, donc on va devoir retourner un objet. En paramètre, on va mettre donc objet obj. On va enlever ici notre observable collection de personnes parce que, eh bien, on ne sait pas. Ici, on va mettre obj getType.
On va mettre ici obj qui va donc être désérialisé. Et ici, on va tout simplement enlever le as puisqu'on ne connaît pas le type. Et enfin, on retourne l'objet. On pourrait également faire en sorte que la méthode puisse préciser le type dans les paramètres. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans le code, on peut dire, ben voilà, je précise le type de mon objet parce que comme ça, je suis à peu près sûr que je vais retourner toujours ce type d'objet. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'écrire le code pour obtenir des résultats similaires et ainsi avoir des méthodes qui sont plus génériques et qui permettent de faire la même chose pour beaucoup d'autres situations. Et là encore, vous voyez que l'application ne se plaint pas que l'on a fait une deuxième méthode chargée XML parce qu'une fois de plus, elle n'a pas la même signature que notre autre méthode ici, chargée XML. Bien, pour finir, donc maintenant je vous propose de voir la sérialisation binaire. Alors pour cela, il va nous falloir encore un nouvel espace de nom. Et cet espace de nom, c'est using system runtime serialisation formatters binary. Et nous allons créer donc une nouvelle région. Donc on va plier notre région qu'on avait fait pour l'XML. Et on va créer une nouvelle région que l'on va appeler bin. Donc commençons par notre méthode qui va nous permettre de sauvegarder sous une forme binaire. Ne pas oublier le mot statique. On va l'appeler sauvegarde bin. On va lui donner comme paramètre toujours la même chose, observable collection de personnes, pour lui donner comme paramètre nos contacts. Cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser le stream writer. Nous allons utiliser plutôt le file stream. Donc je vais utiliser using. Et nous allons utiliser l'objet FileStream qui permet également d'écrire des fichiers, mais vous allez voir, avec des paramètres un petit peu différents. Ça nous permet de voir un nouvel objet qui permet de créer des fichiers. Donc new FileStream. Et qu'est-ce que nous allons lui donner comme paramètre? Le premier paramètre, eh bien, c'est le chemin du fichier, donc chemin bin que nous avions créé précédemment. Ensuite, il veut savoir dans quel mode on veut ouvrir notre fichier. Donc ici, nous avons plusieurs possibilités, Open, Create ou Open or Create. Alors on va utiliser Open or Create, qui permet en fait soit d'ouvrir le fichier s'il existe, soit de le créer s'il n'existe pas. Donc très pratique. Ensuite, il va nous demander qu'est-ce qu'on veut faire avec ce fichier. Est-ce que l'on veut écrire, est-ce qu'on veut lire ou est-ce qu'on veut faire les deux? Ici, vu que c'est notre méthode sauvegarde, on ne veut que écrire. Donc on va lui dire, eh bien, on veut simplement écrire dans le fichier. Voilà donc pour cet objet FileStream qui va nous permettre d'écrire notre fichier binaire. Ensuite, on va utiliser un objet qui s'appelle un binary formatter. Ce binary formatter va donc nous permettre de sérialiser notre objet et de le transformer en format binaire. Donc, on va l'appeler BF. On va créer notre objet, binary formatter. Et là, pas besoin de mettre de paramètres particuliers. Ensuite, on va utiliser cet objet, donc BF, et utiliser sa méthode serialize, lui donner notre fichier et lui donner nos contacts. Et voilà, c'est tout. Vous voyez, en quelques lignes, le fichier binaire sera créé. Donc là, vraiment, rien de bien compliqué. En 3-4 lignes, l'affaire est faite. Maintenant, voyons comment charger notre fichier binaire. Donc nous allons faire une méthode publique statique qui va nous retourner donc une observable collection toujours de personnes et qui va s'appeler charger bin.
On va créer donc notre objet Observable Collection de personnes, que l'on va appeler contact. Donc là, jusque-là, rien de différent par rapport à ce qui a été fait tout à l'heure. Et on va vérifier, avant de charger le fichier, s'il existe bien. Donc là encore, file existe, chemin bin, et on vérifie si le fichier est bien existant. On va encore utiliser using, et donc on va encore faire un file stream. Auquel on va donner comme paramètre le chemin de notre fichier. Ici, par contre, le file mode, eh bien, c'est open, puisque ici, on ne veut pas recréer le fichier, hein, sinon on risquerait de l'écraser. Donc, surtout pas, il faut uniquement l'ouvrir. Et en file access, eh bien, on va lui dire qu'on veut simplement le lire. On va créer de nouveau un binary formatter. Et ici, on va faire une petite vérification supplémentaire, parce que votre fichier binaire peut très bien être totalement vide. Et s'il est totalement vide, cela va créer une erreur. Donc on va dire, si le fichier length est supérieur à 0, alors tu peux le charger. C'est-à-dire que le fichier est bien présent, mais il est vide. Et length va nous permettre de savoir combien il y a en fait de bits dans ce fichier. Et donc, s'il est à 0, eh bien, il ne faut surtout pas le charger parce qu'il n'y a rien à charger et ça risque de créer une erreur. Ensuite, eh bien, on prend nos contacts, on prend BF avec sa méthode deserialize, donc notre objet binary formatter qu'on vient de créer avec sa méthode deserialize, et on va utiliser donc fichier comme paramètre et on va lui préciser, comme d'habitude, que ce qu'il doit récupérer, c'est un objet, une observable collection de personnes. Et bien sûr, à la fin de tout ça, on retourne notre objet contact qui a donc été chargé. Voilà, donc vous voyez, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a quelques vérifications supplémentaires à faire, mais tout ça se fait automatiquement sans besoin de, comme on l'avait fait pour les fichiers CSV, faire des appends, des choses comme ça, construire des choses. Non, tout ça est fait par les objets qui sont déjà mis à notre disposition et qui permettent de créer automatiquement les bons formats dont on a besoin. Donc maintenant, nous allons aller dans notre main window et au lieu de sauvegarde XML ici, nous allons mettre sauvegarde bin. Et au lieu de charger XML ici, charger bin. On va sauvegarder tout ça. Et on va lancer notre application pour tester. L'application s'ouvre, donc jusque-là, pas de problème. Mais vous allez voir qu'on va avoir un petit problème. Alors, je vais remplir quelques données. Je vais fermer ma fenêtre. Et vous allez voir que nous avons une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit le type carnet adresse classe personne dans l'assembly carnet adresse version culturelle, etc., n'est pas marqué comme sérialisable. Alors bon. Pourtant, notre objet personne, nous allons le vérifier tout de suite. On va arrêter notre application, on va aller dans personne. Notre objet personne est bien public, notre objet personne a bien un constructeur. Donc, pourquoi il ne veut pas sérialiser notre objet personne ? Eh bien, parce qu'il va falloir décorer notre classe avec un tag que l'on va écrire comme ceci. Et on va lui dire, eh bien voilà, cette classe est serializable. Il va falloir spécifiquement lui préciser qu'on autorise que cette classe soit serialisable. Si on ne met pas ce tag, il refusera de le faire sous le format binaire. Donc nous allons relancer notre application. Nous allons rentrer quelques contacts. Et nous allons fermer notre fenêtre. Vous voyez qu'il ne se plaint absolument plus. Je vais relancer mon application pour vérifier que mes données vont bien être récupérées correctement.
et vous voyez que sans problème, mes données ont été récupérées. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier binaire? Est-ce que c'est formaté de la même façon que l'XML avec des tags, etc.? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. On va ouvrir ce fichier binaire. Comme vous pouvez le voir, visuellement, c'est beaucoup moins sympathique qu'un fichier XML et donc beaucoup moins lisible. Et c'est quelque chose également qui sera beaucoup plus difficile à stocker, par exemple, dans une base de données si on avait besoin de stocker ces données. Mais vous voyez également que par rapport au fichier XML qui nous disait simplement Array of Person, nous avons ici des informations qui sont beaucoup plus détaillées. Ici, on voit système, collection, générique, liste, carnet, etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'informations dans la serialisation binaire concernant notre type de données qu'on utilise. Ici, vous voyez même Observable Collection qui est indiqué. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. En fonction de vos besoins, vous allez plutôt utiliser de la serialisation XML, de la serialisation binaire, en fonction des besoins. Donc en conclusion, jusque-là, nous avons vu deux méthodes pour stocker les données, une méthode sous forme de texte CSV, une méthode sous forme de serialisation. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons à aborder le stockage dans une base de données. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.